Bien, alors on continue sur notre lancée d'hier, on va terminer les familles de fluorophores. Donc je m'étais arrêté là hier. Alors pardon, je crois que j'avais pas fait cette slide là. Euh, Il y a, il y a certains fluorophores qui sont des petits fluorophores sous forme d'hétérocycle. Vous en voyez un ici qui s'appelle le NBD pour nitro-benzoxadiazole. Alors c'est pas une famille, c'est juste un fluorophore ici, mais je vous le présente parce que il a un avantage par rapport à beaucoup d'autres familles de fluorophores, c'est qu'il est très peu encombrant. Vous voyez sa structure, hein, il est assez petit, c'est juste deux petits cycles comme ça. Et on verra dans la suite du cours que parfois, pour certaines applications, il peut être important de minimiser l'encombrement stérique. Euh, donc, dans certains cas, ce petit fluorophore-là peut être bien utile. Il y en a un autre aussi qui peut être utilisé, mais qui l'est un petit peu moins, parce qu'il est moins facile à fonctionnaliser, c'est le Biman, que vous voyez ici, le numéro 15. Et de manière générale, sachez qu'il y a beaucoup de structures fluorescentes sous forme d'hétérocycles comme ça, qui ont des structures très diverses. C'est pas vraiment une famille, mais bon voilà, vous voyez que quand vous commencez à ajouter des cycles ensemble, euh, vous créez des systèmes conjugués étendus qui vont avoir tendance à être fluorescents. Donc, par exemple, le cascade yellow que vous avez ici, le 16. Bon, ça, c'est pas une famille extrêmement importante, mais je la mentionne quand même ici. Et maintenant, on va attaquer vraiment les grandes familles de fluorophores, je dirais, qui sont vraiment utilisées dans la plupart des applications en biotechnologie. Alors, on va en voir trois des familles. Le but du jeu, comme je vous ai dit déjà, n'est pas de connaître les structures par cœur, évidemment. Euh, Par contre, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de connaître à peu près le squelette qui correspond à chaque famille. Euh, pour les reconnaître, pour savoir les reconnaître dans un article scientifique, dans une communication, savoir ce que c'est, à quoi ça sert, les propriétés, etc. Donc, je ne vous demande pas de retenir les structures, mais je vais vous mentionner au fur et à mesure les familles de fluorophores où ça serait bon pour vous de retenir quand même le squelette de ces structures-là. Alors je reprends sur un des premiers fluorophores dont on a parlé, qui est la fluorescéine, que vous avez ici, c'est le 17. Bon, alors, c'est basé sur un noyau de type xanthène. Là aussi, hein, c'est pas des mots que je vous demande de retenir, ce type de nomenclature, évidemment, c'est on va dire, du vocabulaire de chimiste, c'est pas forcément utile pour vous. Le xanthène, c'est ça, en fait, c'est ces trois cycles-là que vous avez ici, avec donc l'oxygène au milieu. Donc ça, c'est un noyau xanthène. Il est habillé avec deux autres oxygènes et puis un autre cycle aromatique. On a déjà parlé de cette structure de la fluorescéine un petit peu plus tôt. Ça a été un des premiers fluorophores connus enfin, dans la période moderne, on va dire. Un des premiers fluorophores synthétiques connus et synthétisés. Et pourtant, ça reste un de ceux qui sont les plus utilisés dans la vie de tous les jours. Je vous ai déjà parlé de quelques applications hier, mais d'autres applications dont on n'a pas parlé, que vous avez ici dans la vie de tous les jours, c'est par exemple souvent la fluorescéine qui est utilisée pour la couleur verte des différents liquides de refroidissement dans les voitures, ce qui permet de plus facilement détecter quand il y a des fuites. C'est aussi utilisé par les couvreurs, pour les compagnies d'assurance, pour tracer les fuites de canalisation, les fuites de toiture, etc. On a déjà parlé des repérages de courants marins en géologie, etc. C'est aussi la fluorescéine qui a été, je ne sais pas si elle l'est toujours, utilisée par la NASA pour récupérer les capsules spatiales en mer. En fait, les capsules des missions Apollo, etc., des navettes qui redescendaient sur Terre, qui tombent dans l'océan, comprenaient des réservoirs de fluorescéine qui, à l'impact, relâchaient toute la fluorescéine
dans la mer, qui pouvaient être ainsi détectés par satellite pour aider à localiser les capsules et récupérer les astronautes. Bon, voilà quelques applications diverses et variées dans la vie de tous les jours, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse ici. Alors pourquoi je reparle de la fluorescéine? Simplement parce que il y a une propriété qui est très importante dans la fluorescéine dont on va parler à la slide suivante. Et puis c'est là-dessus que va être basée une des grandes familles de fluorophores qu'on utilise en biotechnologie. Alors, un aspect important de ce type de structure, c'est que le rendement quantique est très fort. Vous voyez, le rendement quantique, il est de 0,95 pour la fluorescéine dans l'eau, je crois. Donc c'est une très bonne valeur. Alors, quelle est la propriété importante dont je vous parlais? Donc là, vous allez devoir vous raccrocher à un des aspects qu'on a normalement ou qu'on va revoir pendant les rappels de chimie, qui est la conjugaison. Voilà, si vous savez ce qu'est la conjugaison et que vous savez bien reconnaître des systèmes conjugués, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez un doute là-dessus, vous avez tout ce qu'il faut dans les rappels qu'on a fait ou qu'on va faire ensemble. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à retourner voir la partie sur la conjugaison. Alors la fluorescéine, voilà cette structure. Et vous voyez que en fait, il y a donc ici un acide carboxylique. Et si vous regardez bien, eh ben, tout le système est conjugué. La conjugaison, elle part du doublé non liant qui est sur l'oxygène ici. La liaison double, celle-là, ça c'est conjugué, tout ça c'est conjugué, c'est aromatique. Par ici ça revient aussi, ça c'est conjugué avec le doublé non liant de l'oxygène qui emmène à la conjugaison ici. Donc la conjugaison fait tout le tour. Tous les atomes sont concernés par la conjugaison et ça s'étend aussi à ce cycle-là. Donc la structure complète est conjuguée ici. Et cette conjugaison, c'est ce qui donne les propriétés de fluorescence de la fluorescéine. C'est ce qui va définir sa capacité à absorber un photon, la longueur d'onde d'excitation, la longueur d'onde d'émission, etc., etc. Mais il y a un point important, c'est que cet acide carboxylique que vous avez ici, en général, si vous mettez la fluorescéine dans l'eau, selon le pH, si vous êtes à pH neutre, il est déprotoné, il est sous forme CO2-. Et donc il va avoir tendance à pouvoir attaquer en fait l'oxygène, pour nucléophile du CO2-, pas très nucléophile, mais c'est un petit peu nucléophile, et assez pour générer cette réaction-là, va attaquer la position qui est ici. Parce que cette position-là est électrophile. Ça, c'est conjugué avec ça, qui est conjugué avec ça. Ça, c'est attracteur. Donc si l'oxygène attaque ici, paf, ça va se rabattre là. Ça va se rabattre là. Et ça va se rabattre ici. Donc vous avez ici une réaction d'addition qui est possible et qui mène à la structure grise qui est à gauche. Alors, vous voyez ça, en fait, c'est un ester. Vous reconnaissez peut-être le groupement fonctionnel ester. Donc R, C, double liaison O, O, et puis un autre carbone derrière. Et quand vous avez un ester qui est cyclique, ça s'appelle une lactone. Donc ça, on l'appelle la forme lactone, et ça, c'est la forme ouverte de la fluorescéine. Et il y a un aspect important, c'est que cette forme lactone, vous remarquez qu'on a cassé une partie de la conjugaison. Ce qui était conjugué ici ne l'est pas dans la forme grise. Et donc cette forme lactone n'est pas fluorescente, dans le sens où on l'entend pour la fluorescéine, pas aux mêmes longueurs d'onde en tout cas, et beaucoup moins. Donc ça, c'est une propriété clé de ce genre de structure. C'est que, en fait, en solution, ça va exister sous la forme d'un équilibre. Il y aura toujours une partie qui sera sous la forme de droite, fluorescente, ouverte, et une partie qui sera sous la forme de gauche, la lactone, et qui est non fluorescente. Ça peut être mis à profit de différentes manières. Par exemple, on peut bloquer une des deux formes. Vous avez un exemple ici en bas. On fait une réaction qui va permettre de greffer quelque chose sur les OH.
Voilà. Et vous générez ce genre de structure-là. Okay, donc par exemple, une réaction d'acylation, d'addition-élimination sur un ester, par exemple, pour rester simple. Ou ça peut être autre chose, ça peut être une réaction avec un sucre, etc. Si on fait ça, on peut ensuite séparer et verrouiller la forme lactone, c'est-à-dire qu'on peut avoir une molécule pure sous cette forme-là, qui est la forme cyclique, non fluorescente. Alors volontairement, je ne vous ai pas mis ce que c'est que les boules roses ici, ça peut être n'importe quoi. On va prendre un exemple. On va dire que ça, c'est un sucre. Et ce sucre, c'est un mannose, par exemple. Voilà. Donc de chaque côté, on a mis le même. Vous avez une molécule qui n'est pas fluorescente. Vous la mettez dans un échantillon biologique. Si cet échantillon biologique contient des enzymes de type mannosidase, bien ces enzymes vont être capables de cliver cette liaison et de cliver cette liaison. Et si vous faites ça, vous allez régénérer la fluorescéine ici, qui sera en équilibre dans l'eau avec la forme ouverte. La forme ouverte qui est donc fluorescente. Traduction, si vous mettez cet outil-là, on appelle ça un conjugué en fait, un bioconjugué. Donc là, ça sera un conjugué fluorescéine mannose. Si vous mettez cet outil-là dans un échantillon biologique, s'il n'y a pas d'activité mannosidase dans cet échantillon, il n'y aura pas de fluorescence. Et s'il y a une activité mannosidase, il y aura fluorescence. Évidemment, ça ne s'arrête pas là à un effet on-off. On pourra aussi quantifier tout ça, faire des courbes et déterminer des concentrations et donc caractériser l'activité des enzymes. Donc on peut faire comme ça avec la fluorescéine ou d'autres fluorophores du même type, qu'on va voir plus tard, des sondes de type substrat enzymatique, qui est une des catégories dont on a parlé hier. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça pourrait être que ce que vous mettez ici, c'est simplement un groupement chimique, mais le type de liaison que vous créez, c'est une liaison que vous savez pouvoir casser ou cliver à une certaine longueur d'onde. Par exemple, en irradiant avec une lampe UV. Donc vous savez que cette liaison, vous savez la casser en mettant une lampe UV sur votre échantillon à, par exemple, 254 nanomètres. Et donc vous aurez là un outil qui n'est pas fluorescent, mais qui est pro-fluorescent. Donc il n'y a pas de fluorescence jusqu'à ce que, au moment où vous le décidez, pendant votre expérience biologique, vous allez irradier l'échantillon et tac, déclencher la fluorescence en clivant ces liaisons-là. Voilà un autre exemple. Ça, c'est ce qu'on appellerait une sonde qui est photoactivable. Et donc des groupements ici qui seraient photolabiles. On en verra quelques-uns, un type, normalement à la fin du cours, si on a le temps, quand on verra la partie chimique. Alors, la fluorescéine, c'est une structure de base, mais comme vous l'avez peut-être déjà compris, les fluorophores, on va pouvoir les habiller. On va pouvoir rajouter différents groupements dessus. Et vous avez des dérivés. Par exemple, ici à gauche, vous avez l'Oregon Green, qui est la fluorescéine sur laquelle on a rajouté 2 fluors. Pourquoi ? En rajoutant ces 2 fluors, on a modifié les propriétés spectrales et on a donc modifié les longueurs d'onde d'excitation et d'émission, les spectres d'excitation et d'émission du fluorophore. Donc on peut comme ça, en modifiant la structure, en ajoutant différents substituants, en faisant de la chimie dessus, on peut moduler les propriétés de fluorescence en termes de longueur d'onde. On peut aussi impacter, en faisant ça, par exemple, le rendement quantique ou la photostabilité, etc. Là, je ne vous ai pas mis encore, mais on verra plus tard dans le cours.
Si on mettait des groupements SO3- sur la structure, on a tendance à augmenter la solubilité dans l'eau, on a tendance à augmenter la photostabilité. Un autre exemple ici de modification, c'est sur la structure du milieu qu'on appelle le Tokyo Green. Alors là, en fait, on a simplement remplacé l'acide carboxylique par un groupement méthyle, un CH3. Donc si vous comprenez la différence, le CH3 n'est pas du tout chargé, n'a pas de doublé non-liant et n'est pas du tout nucléophile. Ça veut dire que cette structure-là est toujours fluorescente. Il n'y a pas d'équilibre avec la forme lactone, comme on l'a vu tout à l'heure. Okay, donc on peut, à partir de fluorescéine, générer aussi des structures, si on le veut, qui sont constamment fluorescentes. Et dans les cas où on n'a pas besoin d'utiliser l'équilibre forme ouverte, forme fermée, ça peut être un avantage. Puis vous avez un exemple ici à droite où on a fait ça, plus on a ajouté des chlores pour moduler les propriétés spectrales du fluorophore. Donc voilà, premier point, je ne sais plus si je l'avais mentionné hier, mais on part toujours d'un squelette de fluorophore connu, qu'on a caractérisé, qu'on a synthétisé, en général qu'on sait synthétiser facilement, c'est aussi pour ça qu'on utilise ces familles-là. Ces structures, elles peuvent vous paraître compliquées, si vous les regardez peut-être, mais sachez qu'on les synthétise en une étape. Alors, le but du jeu, c'est pas de faire la synthèse dans ce cours, donc je vous montrerai pas comment, mais voilà, sachez que c'est très simple à fabriquer. Alors, pardon, je finis juste ma phrase là-dessus. Donc je disais, le premier point, c'est on part donc d'un squelette connu, et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va le modifier à loisir. On va générer des chimiothèques, on va modifier la structure de plein de manières différentes, et puis on va regarder les propriétés des fluorophores. Ça peut se faire normalement en faisant la structure une par une, mais ça se fait aussi beaucoup en screening. Et puis on va identifier parmi tous les fluorophores qu'on fabrique, qu'on modifie, etc., quels sont ceux qui ont des propriétés qui nous intéressent. Donc ça, c'est un aspect qui concerne uniquement les chimistes, évidemment. Pour vous qui faites de la biologie, en fait, tout ce travail-là est déjà fait, mais c'est ce travail-là qui vous permet d'avoir à disposition les sondes fluorescentes que vous connaissez ou que vous connaîtrez. Donc par exemple, on s'est rendu compte à partir de la fluorescéine que si on remplaçait les oxygènes sur les côtés par des amines, comme vous avez ici, on générait la possibilité d'introduire pas mal de diversité structurale, et ça avait un effet positif. Alors, quand on remplace les oxygènes par des azotes, avec les amines ici et là, on a ce qu'on appelle des rhodamines. Et voilà la première famille que je vous demanderai de retenir. Si vous avez une structure à connaître, ce serait toute simple qui est celle-là. Mais voilà, le but du jeu, c'est de savoir reconnaître cette structure-là, savoir dire que c'est une rhodamine, tout simplement. Donc vous en avez plusieurs exemples ici de rhodamine, je vous en ai mis 3, mais sachez qu'il y en a beaucoup plus que ça. La rhodamine 110, la 18, elle comporte les groupements NH2, et elle a une certaine fluorescence, voilà, dans le vert, vers 517 nanomètres. Remarquez que si on ajoute des groupements méthyl sur les azotes, okay, donc là on a mis un CH3, un CH3, un CH3, un CH3, et ben on a un fluorophore qui a des propriétés modulées. Déjà, vous allez modifier les longueurs d'onde d'excitation et d'émission, mais en plus, comme ça, c'est des groupements sur lesquels on sait facilement faire de la chimie, et ben on va pouvoir faire ces modifications-là très facilement et générer pas mal de diversité. Par exemple, là on a mis des méthyles, mais on peut aussi mettre des éthyles, des propyles, on peut mettre des cycles, etc. Et d'ailleurs, vous en avez un exemple là en dessous.
voyez, l'introduction de ces azotes permet de générer des structures cycliques et on peut étendre les cycles. On peut mettre un cycle ici ou un cycle là. On verra plusieurs exemples comme ça aussi par la suite où c'est pas forcément symétrique. Donc là, c'est la même chose des deux côtés. Donc avec ces structures rhodamines, on génère beaucoup de diversité chimique et en générant de la diversité chimique, on génère de la diversité dans les propriétés de fluorescence. Donc là, vous avez pour la 20 qui est la sulforodamine 101. Vous voyez, il y a des cycles en plus, il y a 4 cycles en plus, de chaque côté. Vous avez shifté la fluorescence plus vers le orange à 590-595 nanomètres. Donc voilà, ça c'est la première des 3 familles qu'il faut vraiment connaître de fluorophores. On peut aussi l'habiller de manière différente, la fluorescéine, par exemple en ne mettant pas des amines ou des oxygènes sur les côtés, mais en étendant carrément un cycle aromatique en plus de chaque côté. Là, vous allez avoir ce qu'on appelle des naphthoxanthènes. Alors, pourquoi naphto, xanthène, c'est ça. Ok. Puis on a rajouté un cycle aromatique là et là. Et donc on a mis, ça c'est un naphto, du terme naphthalène que vous reconnaissez peut-être, qui est 2 cycles aromatiques à coller. Ceux-là sont un petit peu moins utilisés que les rhodamines qu'on vient de voir, mais ils sont quand même intéressants. Et je vous le mentionne parce qu'on va regarder un en détail qui s'appelle le SNARF 1, donc c'est le 22 que vous avez ici. Alors en fait celui-là c'est un espèce d'hybride où vous avez d'un côté, ça ressemble à une rhodamine, ok, puisque vous avez l'amine, puis de l'autre côté ça ressemble à un naphthoxanthène puisque vous avez le cycle aromatique en plus. Le cycle aromatique en plus permet d'étendre la conjugaison et donc de bouger les longueurs d'onde plus vers le rouge, l'infrarouge. Alors, intéressons-nous un petit peu au SNARF 1. Pourquoi je m'intéresse au SNARF 1 Pour vous montrer ce que c'est qu'une sonde ratiométrique, et notamment celle-là va vous permettre de déterminer un peu le pH. Alors si vous regardez, on va regarder d'abord les courbes, les spectres. Donc vous avez les spectres d'absorption et d'émission ici en bas. Et vous voyez que ces spectres varient selon le pH. Vous avez différents spectres selon différents pH. Alors en termes d'absorption, c'est l'intensité du spectre varie, mais il n'y a pas vraiment de gros shift au niveau de la longueur d'onde. On va pouvoir rester à une longueur d'onde constante. Si on se place par exemple ici, on va exciter vers les 550 et ça va suffire à tous les pH. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'émission, c'est ce qu'on va détecter. Ok. Alors ici, regardez, ils ont fait l'excitation à 488 nanomètres. Donc, 488, c'est par ici. Et vous voyez que il n'y a pas forcément besoin de se mettre proche du maximum d'absorption pour avoir un signal de fluorescence qui est correct. Et là, on en est assez loin, et pourtant c'est largement suffisant. Donc on excite ici à 488 nanomètres, et puis on a mis ce SNARF dans différentes solutions qui sont à différents pH. Et vous voyez qu'en fonction du pH, on a en fait un gros shift de longueur d'onde. À certains pH, vous avez le maximum qui est ici aux alentours de 580, donc dans les pH on va dire plus acides. Et puis quand vous augmentez le pH, vous shiftez peu à peu le maximum ici à vers les 640-650. Alors ça c'est très intéressant. Sur les pH intermédiaires entre les deux, vous avez en fait un spectre où il y a 2 maxima, comme ça, tac, et la hauteur de ces maxima varie en fonction du pH. Alors qu'est-ce que ça nous permet de faire ? On peut mesurer le signal à 2 longueurs d'onde différentes. On va exciter à 488 et puis on va détecter sur 2 canaux. Un canal à 580
et un canal à 640. Puis ensuite, avec une petite formule, on va simplement faire le ratio des intensités de fluorescence à ces deux longueurs d'onde, par exemple, assorti d'un petit coefficient, d'une petite formule, et ça va nous permettre de déterminer le pH. Alors ça, on peut le faire en solution, mais on peut aussi le faire en imagerie, et vous avez un exemple ici, où là vous avez de l'imagerie cellulaire, où vous avez des cellules dans lesquelles on a voulu mesurer le pH. Alors le canal de gauche ne nous intéresse pas trop ici, mais il montre simplement la fluorescence d'une protéine fluorescente verte, une GFP. Et celui qui nous intéresse, c'est celui de droite, le SNARF1. Donc là, ils ont représenté le ratio d'intensité entre les deux longueurs d'onde dont on vient de parler. Et puis ils ont appliqué une échelle de couleur à la valeur de ce ratio. Donc si vous êtes à un ratio bas entre, alors je ne sais pas lequel c'est, je ne sais plus lequel c'est, si c'est, bon, peu importe, ça divisé par ça ou l'inverse. Si vous êtes à 0,5, le code couleur c'est bleu. Donc pour les valeurs de ratio qui donnent ça, on met une couleur bleue sur l'image. Si vous êtes à 1, une couleur bleu clair, 1,5, on met du vert, etc., etc. Et puis, on a une courbe de calibration qu'on a fait en solution. On ne l'a pas faite dans les cellules, mais on l'a faite en solution pour déterminer à quel ratio on a quel pH. Donc là, vous avez à gauche la valeur du ratio, et vous avez à droite la valeur de pH à laquelle ça correspond. Et donc, comme on a fait cette courbe de calibration là en solution, on est capable ensuite, selon la couleur qui est donnée quand on fait l'imagerie cellulaire que vous avez ici, on est capable de déterminer le pH dans la cellule. Vous voyez ici que le ratio mesuré dans ces cellules-là, à pH 6,75, est bien bleu. À 7,25, c'est bien vert, etc. Et quand vous avez des cellules qui sont à un pH inconnu, vous pouvez mesurer ce ratio et donc déterminer le pH. Alors là, c'est assez, je ne vais pas dire que c'est grossier, mais ça reste à l'échelle de la cellule entière. Et sachez que on peut faire ça aussi avec des techniques un peu plus résolutives. On va aller regarder à l'intérieur de la cellule et on peut le faire aussi dans différents organites. Par exemple, dans des endosomes, dans des lysosomes, dans des mitochondries, ce genre de choses, dans l'appareil de Golgi, etc. Donc voilà un exemple de sonde ratiométrique qui va vous permettre de faire une mesure en imagerie du pH. Alors, famille suivante, les phénantridines. Alors les naphthoxanthènes, je ne vous demande pas de les retenir, hein, c'est vraiment pour l'instant, c'est, je vous dis, les rhodamines sont importantes. Famille suivante, les phénantridines. Là aussi, c'est une famille sur laquelle on ne va pas s'étendre, mais je vous la mets quand même parce qu'il y a un membre de cette famille qui est très important pour vous, que vous connaissez peut-être déjà, vous avez peut-être entendu parler, c'est le propidium que vous avez ici. Alors phénantridine, c'est les 3 cycles aromatiques accolés de cette manière-là, avec l'azote de la structure 23. Alors pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que simplement cette molécule là, le propidium, alors vous voyez qu'il y a des charges positives sur cette structure là. En général on utilise le bromure, donc avec des ions Br- comme contre-ion. En fait le caractère ionique de cette structure là, qui est chargée positivement, l'empêche de rentrer dans les cellules, ne rentre pas du tout dans les cellules par diffusion passive, passe pas à travers les membranes. Et c'est pour ça qu'on se sert du propidium dans les tests, notamment de cytotoxicité par exemple. Vous mettez du propidium dans une culture cellulaire. Si vous avez des cellules qui s'allument, eh bien c'est que le propidium est rentré dedans. Et si le propidium est rentré dedans, c'est que la membrane est déstructurée ou est compromise et la cellule est donc morte ou du moins très mal en point. Voilà, donc ce propidium vous permet de faire des tests de cytotoxicité, c'est souvent utilisé dans ce but-là. Voilà, donc je ne m'étends pas plus dessus.
Alors, deuxième famille importante, après les rhodamines, qu'on va réutiliser dans la suite du cours, c'est les bodypi. Alors, on appelle ça bodypi, c'est un acronyme, hein. Le vrai nom, c'est les difluorures de bore dipyrométhane. Donc, je suppose que vous serez d'accord avec moi pour dire bodypi, comme tout le monde. Et vous avez ici des structures. Alors, le squelette bodypi, c'est cette partie-là. Ok. Et puis, on va l'habiller de différentes manières. Ici, vous avez deux cycles qui sont rajoutés. Ici, c'est des méthyles et une chaîne, etc. Donc, vous avez une structure un peu bizarre ici, hein. C'est bien un bore, l'atome B, là, que vous avez entre les deux azotes, qui porte deux fluors. Bon, c'est un peu surprenant comme structure pour utiliser dans des applications biologiques, mais ma foi, c'est très stable et ça marche très bien. Euh, donc, vous en avez deux exemples ici, on va en revoir un ou deux dans la slide suivante. Euh, Pourquoi est-ce que cette famille est importante? Alors, déjà, cette famille, elle est un petit peu plus récente que les rhodamines. Elle a été développée plus récemment. Alors, on ne va pas dire que c'était hier, hein, ça a quand même au moins une vingtaine d'années, 20-30 ans, ce genre de choses. Mais on s'y est intéressé et on a développé ces fluorophores-là parce que, notamment, leur fluorescence est assez peu sensible à l'effet de leur environnement, au contraire des rhodamines. Donc vous allez avoir tendance à avoir des fluorophores, bodypi, dont les propriétés sont assez stables, mais quel que soit le pH ou quelle que soit la polarité. Ça, c'est un avantage dans pas mal de cas, puisque ça confère de la robustesse à vos expériences. Si vous avez des variations de pH ou de polarité, ou si par exemple vous faites de l'imagerie et que dans différentes régions de votre objet biologique, je reprends l'exemple de la cellule, vous n'avez pas forcément le même pH partout dans la cellule. Dans le lysosome, c'est pas le même pH que dans le noyau ou dans le cytosol. Et donc, dans certains cas, ça peut être gênant si le fluorophore ne fluoresce pas de la même manière s'il est dans le lysosome ou s'il est dans le cytosol. Donc ici, vous avez une famille de fluorophores qui est assez stable à ce niveau-là et qui est assez robuste. Et en plus, c'est une famille qui est assez photostable. C'est-à-dire que le photoblanchiment est assez peu marqué. Et en plus de ça, elle est aussi chimiquement stable. Vous pouvez couvrir une gamme de pH entre 3 et 10, vous n'allez pas dégrader vos bodypi. Donc voilà pas mal d'avantages qu'on peut avoir à utiliser des bodypi par rapport à certaines autres familles qu'on a vues jusqu'ici. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas de charge sur ces structures-là, contrairement à beaucoup de fluorophores qu'on voit par ailleurs. Donc ils sont électriquement neutres, ils sont globalement non polaires, et ça aussi c'est un avantage par rapport aux fluorophores plus classiques, parce que ça va leur permettre par exemple de rentrer plus facilement dans les cellules. Autre avantage de ces fluorophores là, c'est que si on regarde leur spectre de fluorescence, leurs spectres de fluorescence sont très étroits. Ça veut dire que le pic est assez fort en intensité et sur une gamme de longueur d'onde assez petite. Et ça va nous permettre d'utiliser plus facilement plusieurs fluorophores en même temps. Parce que si vous avez un fluorophore dont le spectre est très large, il ne va pas être compatible avec d'autres fluorophores. Alors que si le spectre est étroit, vous avez plus de probabilité pour que ça ne recouvre pas le spectre d'autres fluorophores et pouvoir l'utiliser en combinaison. Donc ça, c'est un avantage aussi. Tout ça fait qu'on a commencé à utiliser pas mal les bodypi ces dernières années, enfin depuis une vingtaine d'années on va dire, dans plein d'applications, que ce soit en imagerie cellulaire pour marquer soit des protéines, soit des acides nucléiques, pour faire de la cytométrie de flux quand on fait de l'imagerie multicouleur, enfin de la cytométrie, de la détection multicouleur, pardon. Voilà, il y a plein d'exemples, on va en voir un juste après. On a, sur cette structure, vous avez le squelette qui est ici, on a la possibilité d'introduire
des substituants divers et variés un peu partout. Donc vous avez la position alpha, vous avez la position bêta, et puis vous avez au milieu la position qu'on appelle la position méso, sur laquelle on va avoir souvent tendance à rajouter un cycle aromatique sur ces structures-là. Alors, vous avez ici une figure où vous avez quelques exemples de spectres d'émission de différents body-P. Alors vous voyez, oui, ça aussi je ne l'ai pas mentionné, l'avantage du body-P, c'est que c'est assez facile de le fonctionnaliser et de générer des structures en contrôlant, en modulant la longueur d'onde. Donc là, vous avez 7 body-P différents. Donc vous avez les noms dans la légende de la figure. Et donc vous avez les 7 spectres différents, et vous voyez qu'ils sont très étroits. Là, vous n'avez qu'une partie du spectre UV visible, mais si vous rapportez au spectre UV visible complet, ces spectres-là sont très étroits. Et vous avez des fluorophores que vous allez pouvoir utiliser en combinaison les uns avec les autres. On est capable de couvrir un peu toute la gamme de longueur d'onde et de choisir un body-P un peu n'importe où selon la longueur d'onde dont on a besoin. Le fait que ces fluorophores soient neutres et non polaires, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ça fait que en général, si vous fabriquez des conjugués, des bioconjugués avec des body-P, c'est-à-dire que vous allez greffer un body-P sur une biomolécule, eh bien le body-P va moins perturber la fonction de la biomolécule que d'autres fluorophores chargés, par exemple. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Ça fait que ça a tendance à mieux passer les membranes, comme on l'a déjà dit. Voilà, donc vous avez, beaucoup de raisons qui font qu'aujourd'hui, les body-P ont tendance à supplanter les rhodamines, etc., pour certaines applications. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus les rhodamines, selon les cas, en fait, vous avez simplement une boîte à outils qui contient beaucoup de types de fluorophores différents, et il faut savoir choisir le bon selon le cas dans lequel vous vous trouvez. Alors, les body-P, c'était la deuxième famille, et la troisième famille, c'est les cyanines. Donc les cyanines, je vais parler un petit peu de la structure générale, et puis je vais vous mentionner un aspect intéressant ici, mais qui n'est pas vraiment lié à la fluorescence, et on va voir juste derrière la structure des cyanines. Donc c'est, encore une fois, c'est des fluorophores qui sont synthétiques, et un peu de la même manière que les body-P, on sait facilement modifier des cyanines, rajouter des groupements dessus, et donc modifier les longueurs d'onde. Et là aussi, cette famille va nous permettre de couvrir le spectre visible en entier et de choisir une cyanine pour telle ou telle longueur d'onde. Donc ça, c'est un avantage de cette famille-là. Cette famille, elle est basée sur une structure un peu particulière. Alors, vous voyez cette structure ici. Ce qu'on appelle une cyanine, c'est simplement un système conjugué, donc des doubles liaisons conjuguées, qui sont placées entre deux azotes. Donc là, vous avez ici un azote d'un côté, un azote de l'autre. Donc là, j'aurais tendance à dire, nous, on ne va pas faire de chimie sur les cyanines, on va juste utiliser les fluorophores, mais si vous voulez bien comprendre la chimie des cyanines, c'est important de bien maîtriser la conjugaison et la manière dont vos électrons peuvent bouger dans ce type de structure. C'est pas ce qu'on fait dans ce cours, donc j'insiste pas dessus, mais si ça vous intéresse, retournez voir dans les rappels. Donc là, vous avez une structure qui est en fait basée sur quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est le rétinal, ou la vitamine A. J'ai déjà mentionné ça hier, je crois. Donc que vous avez ici, donc qui est en fait un cofacteur qui est lié de manière covalente aux opsines, ou à la rhodopsine dans votre rétine, qui est une protéine. Donc dans la protéine, vous avez cette molécule. Et cette molécule a une particularité, c'est que toutes les doubles liaisons sont trans,
sauf celle-ci. Vous voyez ici, ça. Quand de la lumière arrive dans votre œil, ce qui se passe, c'est que la lumière, ce sont des photons, c'est de l'énergie. Les photons arrivent sur la rétine et vont exciter ce rétinal. Et cette liaison 6, qui est moins stable que la trans à l'origine, va s'isomériser et du 6 rétinal que vous avez là, vous allez former le transrétinal. Et ce transrétinal va se détacher de la rhodopsine et être relargué en solution. Ça va entraîner un changement de conformation de la protéine qui va entraîner pas mal de cascades biologiques derrière qui vont déclencher le signal nerveux. Et là, on vient de définir un des mécanismes de la vision. Donc, ce que vous êtes en train de voir à l'écran, c'est parce qu'il y a des photons qui viennent de votre écran d'ordinateur et qui isomérisent le rétinal qu'il y a dans vos yeux. Alors, on s'est basé sur cette structure-là pour créer les cyanines. Donc, vous avez vu, les cyanines, en fait, c'est basé sur ce type de structure-là, et simplement, on a rajouté un autre azote de l'autre côté, qui permet de détendre un peu encore la conjugaison. Et donc, j'en arrive aux cyanines, qui vont être des vrais fluorophores qu'on peut utiliser en biotechnologie. Donc, vous voyez qu'on a pas mal habillé la structure, on a rajouté des cycles, etc. Là, je vous ai mis la famille la plus importante, c'est en fait ce qu'on appelle les SiDies. Ça, c'est les vrais noms avec lesquels vous allez les trouver sur les sites des fournisseurs ou dans les articles scientifiques. Cy3, Cy5, Cy7 ici. Alors, à quoi correspond le numéro? C'est simplement le nombre de carbone que vous avez entre les deux cycles. D'accord? C'est pas le nombre de carbone complet du système conjugué, c'est juste ceux qui ne sont pas dans les cycles. Donc 3, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc ça, c'est la famille des SiDies, qui est un sous-groupe des cyanines. C'est basé sur ce qu'on appelle des sulfo-indocyanines. C'est ça. Donc, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit hier, ça ressemble à un indole. Il y a un groupement SO3- dessus, donc sulfo. Donc d'où le terme de sulfo-indocyanine. Qu'est-ce que je peux dire sur cette famille-là? Ils sont très utilisés dans de nombreuses applications. Alors, ils sont pas mal utilisés en fret, notamment, puisque j'ai cru comprendre que vous allez... vous faites pas mal de fret dans l'autre partie du cours. Ils sont aussi beaucoup utilisés pour faire des tests en microplaques, par exemple, pour faire des nanopuces pour la protéomique, pour la génomique, etc. Nanopuces à ADN et nanopuces à protéines. Pour faire du screening. Et ça, c'est dû au fait que ces structures sont stables, sont très peu sensibles au photoblanchiment, donc ils ont une très bonne durée de vie. Tiens, à tel point que je vais vous donner une autre application de ces cyanines. En fait, on les utilise, ou on les utilisait, parce que bon, maintenant c'est un peu daté, dans la fabrication des CD et des DVD. Donc vous voyez la surface des CD et des DVD. En fait, vous avez un film qui contient des cyanines dedans, et vous connaissez un peu la durée de vie d'un CD ou d'un DVD. C'est plusieurs années, donc vous comprenez un peu que ces structures sont assez peu sensibles au photoblanchiment. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis aussi, les propriétés varient peu, comme pour les bodypis, selon l'environnement chimique, on va dire. Donc c'est des fluorophores qui sont très robustes. Donc je vous en ai donné quelques exemples ici. Alors n'oubliez pas que vous avez le PDF sur Moodle, donc vous pouvez aller voir ça tranquillement pour
regarder le document en haute résolution et puis relire un petit peu tout ça, parce que ce que je dis, c'est pas toujours ce qui est écrit. Et voilà, là vous en avez 3 qui sont simplement des exemples. Ce que je vous demande de retenir, c'est que c'est une famille, les side-eyes, qui est très utilisée en biotechnologie. Donc ça fait partie des 3, c'est la 3e. Donc je répète les 3 familles qui sont assez importantes à retenir pour vous, ce sont les rhodamines, les body-pea et les cyanines. Alors là, vous voyez, les cyanines, on n'est pas obligé d'avoir les groupements sulfonates, même si c'est souvent souhaitable dans votre cas. Alors pourquoi ? Parce que alors je reviens juste. Donc le groupement sulfonate, c'est ça, hein, c'est quand vous avez des SO3-. Ok. Donc pourquoi est-ce que c'est souvent souhaitable ? Eh bien tout simplement parce que non seulement ça diminue le photoblanchiment, mais en plus ça augmente aussi grandement la solubilité dans l'eau d'une molécule, puisque vous avez une charge négative et que c'est un groupement très polaire. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces groupements SO3-. Il y a aussi des cyanines qui ne sont pas sulfonatées, qui sont aussi utilisées, qui ont aussi des solubilités dans l'eau qui peuvent être suffisantes dans certains cas. Donc là, j'en viens à un point où c'est très pratique, on va dire, c'est le jour où vous avez besoin de choisir un fluorophore, et bien souvent vous allez avoir besoin de faire un compromis, parce que peut-être que la raison vous dirait d'utiliser un certain fluorophore, mais que le prix de ce fluorophore vis-à-vis de votre financement, il est un peu disproportionné, et que vous allez vous rabattre sur un fluorophore un peu moins cher, mais que vous allez pouvoir vous permettre d'acheter dans le cadre de votre projet. Donc il y a toujours une espèce de balance entre le coût de ces outils moléculaires et leurs avantages. C'est aussi pour ça qu'il y a toute une panoplie des fluorophores comme ça. Je vous en cite quelques-uns ici, ça peut vous paraître un peu long et catalogue peut-être, mais sachez que je vous cite vraiment que quelques exemples, et que des fluorophores, il y en a vraiment des centaines qui sont disponibles. Donc il y a cette histoire de balance entre le coût de la molécule et puis ses propriétés. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire ? C'était, oui, alors les versions qui peuvent être sulfonatées ou pas, donc avoir les groupements SO3- ou pas. Une cyanine qui n'a pas les groupements SO3- sera moins coûteuse qu'une famille qui a les groupements SO3-. Mais elle sera aussi moins soluble dans l'eau. Mais si dans votre expérience à vous, dans votre application, à votre concentration et au temps d'expérience que vous allez utiliser, ça ne crée pas de problème de précipitation du fluorophore, ma foi, autant prendre celui qui est moins cher si c'est compatible avec votre expérience. Donc c'est toujours au cas par cas, ce genre de choix. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces cyanines sont utilisées un peu partout, en cyto de flux, en microscope, en imagerie, en nanopus, etc. Et donc vous avez un exemple ici. Et vous avez ici les spectres. Et vous voyez que donc vous avez en rouge les size 3, en bleu les size 5 et en vert les size 7. Et vous voyez que ce soit sulfonaté ou pas, en fait les spectres sont très très similaires. Entre size 3 et sulfo size 3, c'est la même chose. Size 5 et sulfo size 5, c'est la même chose. Idem pour size 7. Donc en fait, les versions sulfonatées ou pas sont interchangeables à souhait. Alors attention, c'est le cas pour les cyanines, mais c'est pas le cas dans les autres familles de fluorophores. Mais dans les cyanines, ces versions sont interchangeables. Voilà, donc ça c'est en gros, je vais m'arrêter là, même s'il y aurait bien d'autres choses à dire sur les fluorophores chimiques. Mais voilà, je vous ai présenté quelques outils et puis principalement 3 familles. Puis si vous mettez tout ça en forme, alors là vous avez encore une fois juste quelques exemples sur ce diagramme, mais si vous mettez tout ça en forme de diagramme 2D où vous avez le spectre d'émission en abscisse, et puis vous avez ce qu'on appelle la brillance du fluorophore en ordonnée. Alors la brillance d'un fluorophore, si vous ne le savez pas, c'est son rendement quantique multiplié par son coefficient d'extinction.
ce qui donne un peu une idée de la facilité que vous aurez à détecter et de la puissance de votre signal. Et ben, vous pouvez générer un petit diagramme comme ça, et vous pouvez choisir un peu les fluorophores en fonction de la zone du diagramme où vous êtes. Par exemple, admettons que vous fassiez de l'imagerie et vous voulez marquer les noyaux, vous allez utiliser le DAPI qui est ici, et vous voulez marquer une autre protéine que vous voulez suivre dans la cellule. Évidemment, vous n'allez pas choisir par exemple le BIMAN qui est ici, parce que c'est exactement dans la même zone que le DAPI en termes de spectre. Donc vous allez avoir un problème d'interférence et vos résultats ne seront pas exploitables. Il va falloir choisir quelque chose où les spectres d'excitation vont pas, excitation-émission, vont pas se recouvrir avec le DAPI. Donc vous allez aller chercher quelque chose plutôt par là. Est-ce que vous avez besoin d'un fluorophore qui est très brillant ou pas? Donc, si oui, parce que vous avez besoin d'utiliser une très très faible concentration et vous savez que votre biomolécule est très peu présente, il faut chercher plutôt dans le haut du diagramme. Et dans le haut du diagramme, ça va être plus coûteux. Sinon, vous pouvez chercher dans le bas du diagramme. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple, mais évidemment, vous avez des outils sur les sites des fournisseurs de produits pour la chimie et la biochimie et les biotechnologies qui vous permettent de choisir les fluorophores. Si on a le temps pendant les TD ou pendant une séance en live, je vous montrerai un de ces sites qui est très bien fait, qui vous permet en fait en fonction de la longueur d'onde qui vous intéresse et de certains paramètres qui vous intéressent, par exemple la solubilité ou ce genre de choses, vous rentrez des paramètres et puis il va vous sortir certains fluorophores qui sont adaptés. Donc voilà en ce qui concerne les fluorophores. Donc je m'arrête là pour cette vidéo et puis on va dans la prochaine vidéo s'intéresser un petit peu à quelques techniques différentes.